Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce lundi, la commission électorale indépendante mène la bataille contre les fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux. Depuis la diffusion de la liste électorale provisoire, une campagne de désinformation sévit. La CEI les dément à travers des publications. La police nationale va sévir contre les rumeurs et les fake news, mais avant, elle sensibilise. Les hommes de la paix ont entamé une tournée d'échange et de sensibilisation dans la commune de Yopougon. Et nous irons dans la rue d'Abidjan faire le constat de ce formidable élan de solidarité qui s'installe au moment de la rupture du jeûne du Ramadan. Des jeunes, pour la plupart, s'organisent pour offrir aux jeûneurs, encore dans les moyens de transport ou aux simples passants, le nécessaire pour la rupture. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h50 et quel meilleur choix pour vous informer. Depuis l'affichage de la liste électorale provisoire, l'on voit sur les réseaux sociaux des citoyens qui jettent le discrédit sur la CEI. Pour la plupart d'entre eux, ils avancent ne s'être jamais fait enrôler ou n'avoir jamais voté en Côte d'Ivoire. De fausses informations démenties par la commission électorale indépendante au cas par cas à travers une nouvelle page Facebook dénommée CEI Alerte Fake News. Elle totalise déjà plus de 5000 abonnés. Le récit de Pierre Dipomela. La CEI, Commission électorale indépendante, a remis lundi dernier aux parties prenantes du processus électoral la liste électorale provisoire. Avant même l'ouverture du contentieux, plusieurs internautes, après l'affichage des listes, ont dénoncé l'inscription de leur nom alors qu'ils n'ont participé à aucun enrôlement. Manipulation de la liste électorale en Côte d'Ivoire, c'était le titre du post d'une internaute. Ces publications devenues virales sur les médias sociaux ont donné du grain à moudre à tous ceux qui estimaient que la liste électorale est surchargée d'irrégularités, discréditant aussi bien la liste électorale provisoire que l'institution qui l'a produite. Vérification faite par le service de la commission électorale indépendante par le biais du fact-checking, plusieurs internautes qui prétendaient être sur la liste électorale provisoire sans le consentement ont été démasqués. La CEI a même publié la date, le lieu, la photo, ainsi que la pièce d'identité qui a servi à l'enrôlement de ces internautes devenus des cyberactivistes le temps du contentieux sur la liste électorale. La commission électorale indépendante prend ainsi le contre-pied d'une vaste campagne de désinformation qui commençait à inonder la toile. Le contentieux sur la liste électorale, lui, démarre le samedi 22 mars. Il s'agira pour les partis politiques, les organisations de la société civile, ainsi que les citoyens ayant constaté des irrégularités sur la liste électorale provisoire, de les relever avec les éléments de preuve afin que les corrections et réparations soient faites. L'objectif à l'issue de cette opération est faire en sorte que la liste électorale définitive soit la plus crédible possible. Les électeurs disposent d'un délai de 15 jours après l'affichage, soit jusqu'au 5 avril 2025, pour formuler des réclamations auprès de la CEI. 3 types de contentieux sont ouverts. Il s'agit de l'inscription des personnes omises, la correction des erreurs matérielles et la radiation des électeurs indûment inscrits. Ces réclamations peuvent être déposées au siège de la CEI, dont dépend le lieu de vote du requérant, ou dans tout autre lieu désigné par le commissariat central. Pour lutter contre les rumeurs en cette période électorale, la police nationale va sévir, mais avant que d'y arriver, elle sensibilise les populations. Une tournée d'échange dont la deuxième étape s'est tenue à la place Sépéan de Yopougon. C'était en présence de différentes couches sociales. Nikema Moussa, Eric Kimou. Chef traditionnel, association des jeunes et des femmes de la commune de Yopougon, rassemblés autour du thème « La gestion des rumeurs en période électorale ». Une tournée de sensibilisation initiée par la coordination nationale des comités consultatifs d'éthique de la police nationale. Il était nécessaire que nous venions ici pour rencontrer les populations, pour échanger, pour leur dire ce qu'il faut faire, comment se comporter en période préélectorale et quel type d'informations il faut prendre au sérieux. Provenant donc des réseaux sociaux, il faut bien recouper l'information. Il faut approcher la police ou même la personne qui a donné l'information, il faut l'approcher, il faut l'appeler téléphoniquement avant de pouvoir relayer l'information. Ces échanges police-population visent à éveiller les consciences sur les dangers des mauvaises informations.
C'est un cadre de collaboration participative entre la police et la population. Donc en fonction de l'intérêt sécuritaire local là, qui prévaut au temps précis, des actions précises seront menées. Que la population s'approprie la sensibilisation qui a été faite. C'est qu'il n'y a pas de céder aux rumeurs. La rumeur, c'est une information infondée. De vérifier toute information qui leur serait donnée. Parce qu'une information fausse relayée engage la responsabilité pénale de ceux qui l'a relayée. Venus nombreux écouter les conseils, les participants ont assuré mettre en pratique les conseils d'usage et faire écho des bonnes pratiques apprises. C'est bienvenu pour réveiller la conscience de chacun, pour dire à chacun, voici ce que tu dois faire quand tu apprends quelque chose. Il faut vérifier avant de la diffuser. Donc si la police s'implique pour dire, voilà ce que nous voulons, ben nous ne sommes que leurs collaborateurs. Nous allons travailler avec eux pour qu'ils soient à l'aise dans leurs tâches. Mais nous voulons que tout le monde soit au même niveau, dans un état d'impartialité. La commune de Yopougon était la deuxième étape de cette tournée de sensibilisation qui a débuté à Abobo. La prochaine étape sera celle de Grand Bassam. Notons que toutes les communes sont concernées par l'opération, de même que les villes de l'intérieur du pays. Une note de justice dans ce journal avec l'ouverture du procès relatif à la contestation de la décision de suspension des instances du PDCI-RDA impliquant Valérie Yapo et Tidjane Thiam, le président du parti. Aussitôt ouverte, l'affaire a été renvoyée pour être vidée le 24 avril prochain. Un verdict que la plaignante dit attendre avec sérénité. Le reportage de Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Tribunal de première instance d'Abidjan, aux portes de la grande salle d'audience, l'ex-délégué du PDCI d'Akopé, Valérie Yapo et son conseil. À leur côté, des partisans de celle qui a été révoquée de son poste par le conseil de discipline sur instruction du président du parti, Tidjane Thiam, attrait devant la justice pour la suspension des instances depuis le 29 octobre dernier. Une décision au cœur du procès, ouvert ce jeudi 20 mars 2025. Au terme de brèves discussions entre les parties, l'affaire est finalement renvoyée au 24 avril prochain. Avant, la plaignante et son conseil affichent sérénité et confiance, estimant le droit de leur côté. Ça fait 30 ans que je milite, je suis bureau politique et j'ai été élu au congrès de 2013. Donc on ne peut pas m'exclure sans congrès. Il faut un congrès pour que je ne sois plus militant du PDCI-RDA. Je fais confiance à mes avocats pour ma réintégration. On a le bureau politique, on a la convention qui arrive et on me sanctionne. Ça peut me bâillonner. Au moment où Madame Valérie a été sanctionnée, il avait la nationalité française. On en tire les conséquences. Le droit est de notre côté. Voilà. Et je souhaite que ma cliente soit réintégrée. L'ouverture de ce procès coïncide avec la suite favorable à la demande de rénonciation du président du PDCI Tidjane Thiam à la nationalité française par les autorités de ce pays. Une décision publiée au journal officiel français ce même jour. Il s'agit là d'une évolution qui va être évoquée dans ce dossier inédit du PDCI dont le verdict est suspendu à l'audience du 24 avril prochain. Puisque nous parlons de Cheikh Tidjane Thiam, justement, sachez que le président du PDCI n'est plus un citoyen français. La décision de libération de son allégeance à la France a été publiée ce jeudi 20 mars dans le journal officiel français. Un décret qui intervient 40 jours après qu'il ait annoncé avoir introduit sa requête. Le récit de Thiemé Dangé. Désormais libéré de sa nationalité française. La décision le concernant, contenue dans un décret en date du mercredi 19 mars 2025, est disponible dans le journal officiel de la République française, est ainsi libellé. Sont libérés de leur allégeance à l'égard de la France les Français dont les noms suivent. Thiam Cheikh Tidjane, né le 29 juillet 1962 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le décret officialisant la fin de son allégeance à l'égard de la France permet aux bénéficiaires de satisfaire à l'une des conditions majeures de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La Constitution ivoirienne, en son article 55, stipule que tout candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement ivoirien et ne pas détenir de passeport à l'étranger. Et en ce mois de Ramadan, quand vient le moment de la rupture du jeûne, un formidable élan de solidarité s'installe dans les rues.
Aux abords des grands carrefours, entre klaxons et lumières de la ville, des mains bienveillantes s'activent pour offrir aux jeûneurs de quoi rompre. De simples gestes, vous allez le voir, mais d'une immense portée qui transforme l'attente en un moment de partage et de fraternité. Faltia Koulibaly et Joseph Zékré en ont profité pour rompre leur jeûne. Alors que le soleil décline, l'appel à la prière approche. Mariam, 26 ans, s'active au rond-point de la mairie. Cette année, elle a pris l'initiative de faciliter la rupture du jeûne aux fidèles coincés dans la circulation. Avec 3 bénévoles à ses côtés, elle orchestre un ballet précis, pendant que ses coéquipiers remplissent des récipients de thé et distribuent des gobelets d'eau. Elle se faufile habilement entre les voitures pour offrir aux jeûneurs de quoi se désaltérer et rompre leur jeûne à temps, 18h30. L'heure tant attendue arrive enfin. La livre quand tu veux, c'est gratuit, c'est pas à vendre. Des mains reconnaissantes attrapent les gobelets de thé et d'eau tendus avec bienveillance. Sincèrement, depuis les premiers jours de carême jusqu'à aujourd'hui, chaque soir, je quitte à jamais, je descends ici, je coupe mon carême ici. Donc vraiment, je suis content, on les remercie beaucoup. Mariam, chef d'un service de nettoyage particulier et résidente dans la commune d'Anyama, met temporairement de côté son activité professionnelle pour se consacrer à ce geste de solidarité. Avec ses propres moyens, elle apporte un soulagement bienvenu à de nombreux musulmans en cette période sacrée. Il y a des gens aussi qui pensaient que non, c'était à vendre. Mais je suis obligée de prier. Qui veut Lipton, c'est gratuit. Quand le fait il est rouge, on commence en même temps. Les deux comptes commencent. On commence à accoster les gens pour demander qui veut Lipton, qui veut l'eau. On souhaite faire plus. On souhaite donner de la nourriture, mais on n'a pas les moyens. Mariam n'est pas la seule à faire preuve d'une telle générosité. À Koumassi, la communauté du succès, CDS, a mis en place une organisation d'envergure. Ici, le partage prend une autre dimension. Viennoiseries, thé, jus et autres denrées sont préparées et distribuées avec soin. Alors que certains bénévoles s'affairent à la préparation, d'autres, postés entre les files de voitures, tentent de quoi rompre le jeûne aux passants et automobilistes. L'ambiance est chaleureuse, marquée par une reconnaissance et la gratitude des bénéficiaires. Non, c'est très intéressant. On dit merci à la personne qui a organisé ça. Merci vraiment. Alhamdoulilah, on va bien rompre nos jeûnes. C'est très important, c'est très bien. Qu'Allah facilite ceux qui font ça. Ça fait du bien en tout cas. Parce qu'avec les embouteillages, c'est pas facile. Plus de 300 bénévoles ont rejoint la communauté du succès pour mener à bien cette mission de partage. Une organisation bien rodée qui, chaque soir, contribue à illuminer le quotidien de nombreux fidèles. L'organisation est très simple. Nous avons des chefs d'équipe qui portent les bleus. Voilà, et chaque chef d'équipe a un capitaine. Voilà, et chaque groupe a au moins 10 bénévoles. Voilà, lorsque nous avons fini de préparer, c'est-à-dire le pain, le café, les cakes et consorts, nous appelons les différents chefs d'équipe qui sont habilités à prendre et aller vers leurs membres d'équipe. À Abobo comme à Koumassi, ces actes altruistes rappellent que le véritable esprit de cette période sacrée réside dans le don et le partage. La Mauritanie à l'école de la Côte d'Ivoire pour apprendre de l'expertise de notre pays en matière de promotion des droits des femmes. Durant 3 jours, une délégation mauritanienne s'est donc rendue ici pour s'inspirer des actions du compendium des compétences féminines. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, avec un score de 17,3 sur 100 au niveau mondial, est le premier pays africain en matière de promotion des droits des femmes et de lutte contre les discriminations à leur égard. Nadia Ija. La Mauritanie à l'école de la Côte d'Ivoire pour l'installation de son compendium des compétences féminines. Durant 3 jours, une délégation de haut niveau conduite par Mela Ahmed Tabelna, présidente de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille en Mauritanie, était présente en terre ivoirienne. Pour mieux transmettre l'expertise ivoirienne, plusieurs axes ont été explorés. En outre, un échange avec l'ex-ministre Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO, a permis à la délégation d'être instruite sur les actions prioritaires. Il y a des programmes qui me tiennent à cœur, qui ont beaucoup aidé la Côte d'Ivoire à avancer. Le premier, c'est le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est un système qu'on a mis en place
pour valoriser les compétences des femmes, pour demander aux décideurs d'agir, pour réduire l'écart culturel et pour permettre au pays d'avoir la paix. Parce que c'est sans distinction d'ethnie, de religion, de parti politique. Il y a aussi les formations en ingénierie du genre. Ces formations-là vont vous permettre vous-même d'être autonome sur les questions du genre. Euphrasie Yao a félicité la délégation mauritanienne pour cette volonté manifeste de promouvoir le genre. Elle a insisté sur l'importance d'adapter les luttes aux réalités du continent. On ne peut pas prendre le genre d'un autre continent pour venir en Afrique. Donc vous voyez ma joie quand entre nous Africains, on se rencontre pour parler du genre, pour parler de nos vrais problèmes. Créé en 2011 sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, le COCOFCI a été conçu et mis en œuvre par la chaire UNESCO, Eau, Femmes et Pouvoir de décision. Fort de plus de 18 000 adhérentes, le Compendium a été reconnu par le PNUD en 2018 comme le meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines. C'est aujourd'hui que le monde célèbre la Journée internationale de la francophonie, un événement important, mais marqué cette année par le retrait de l'Organisation internationale de la francophonie des 3 pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali dénoncent entre autres une application sélective des sanctions après les changements de régime dans les différents pays. Salif Yalekoué. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, 3 pays dirigés par des régimes militaires, ont décidé de se retirer de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. À travers un communiqué conjoint, ces pays ont annoncé leur départ de l'institution après les annonces de chaque pays. Pendant les 55 années d'existence de la francophonie, ces 3 pays qui forment aujourd'hui la Confédération des États du Sahel, AES, ont contribué inlassablement et de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Cependant, depuis l'avènement de la transition au Mali, au Burkina puis au Niger, l'OIF, au lieu d'accompagner ces pays dans la réalisation des aspirations légitimes de leur peuple, conformément à ses objectifs de paix, de coopération et de solidarité, s'est illustré par l'application sélective de sanctions sur la base de considérations géopolitiques et le mépris pour leur souveraineté, devenant ainsi un instrument politique téléguidé. Face à cette attitude condescendante, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina, du Mali, du Niger, fidèles aux aspirations profondes de leur peuple et résolus à défendre les intérêts légitimes, ont décidé en toute souveraineté du retrait des États membres de la Confédération AES de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces 3 pays figurent parmi les premiers membres de l'OIF créé à Niamey en 1970. L'OIF avait suspendu les 3 pays après les putschs qui y sont survenus. Basé à Paris, l'OIF compte désormais 90 membres et a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, ou encore d'appuyer l'éducation. Et voilà, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont travaillé à son élaboration. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.